Bienvenue sur Radio Corse International, sur Telepaese, à Ustra Madinale. Allez, on débute ce lundi ensemble, donc pour, comme d'habitude, un petit moment avec Radio Corse International sur Telepaese, avec de l'information, de la météo, des invités aujourd'hui au programme. Et puis, bien sûr, on va débuter avec Philippe Jean dans un petit moment avec la météo. Et on va souhaiter une très très bonne fête aussi à toutes les Catherines. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Voilà, il faisait un peu froid, mais on a eu du soleil quand même. C'était assez agréable donc pour ce week-end. Bon, un bon début de semaine à vous tous. On débute la semaine ensemble. Et puis, on va faire de suite un petit point sur la météo de ce jour avec Philippe Jam ainsi que l'information. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Malgré quelques nuages au lever du jour, le temps sera bien ensoleillé aujourd'hui avec un vent de secteur est à sud-est modéré, parfois aux extrémités de l'île. Les températures maximales seront somme toute agréables, 16 à 19 degrés près des côtes et de 10 à 15 degrés dans l'intérieur de l'île. Un accident de la circulation hier soir à 18h30 à Ocana a fait un blessé grave, un motard de 36 ans, lors d'un choc entre un pick-up et une moto. La victime, polytraumatisée, a dû être évacuée par hélicoptère sur l'hôpital d'Ajaccio en urgence absolue. Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées hier matin à Montezot ou à Bastia, dans les quartiers sud, pour dénoncer l'agression d'une septuagénaire il y a quelques jours et l'insécurité grandissante dans le quartier. Une insécurité qui serait liée notamment au trafic de drogue. Le Vatican a officialisé ce week-end la visite du pape François le 15 décembre à Ajaccio. Ce sera son 47e déplacement et le 3e en France, après Strasbourg en 2014 et Marseille en 2023. Le souverain pontife atterrira à Ajaccio à 9h en provenance de Rome. À 10h15, il se rendra au Palais des Congrès d'Ajaccio pour y prononcer un discours de clôture du congrès sur le thème de la religiosité populaire en Méditerranée. À 11h, il participera à la messe dominicale en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption d'Ajaccio, où il prononcera un second discours et priera l'Angélus en compagnie d'évêques, prêtres, personnes consacrées et séminaristes. Enfin, à 15h30, au Casone, il présidera une messe devant plus de 8000 fidèles au Casone. Donc, avec cette messe, à la fin de cette messe, il se rendra ensuite à l'aéroport d'Ajaccio, où, aux alentours de 17h30, il s'entretiendra brièvement avec le président de la République, Emmanuel Macron, avant de s'envoler pour Rome. Politique, Gérald Darmanin était à Calvi ce samedi pour remettre au maire de la ville, Ange Santini, la rosette d'officier de la Légion d'honneur. Répondant à la presse, l'ancien ministre de l'Intérieur a exhorté le Premier ministre actuel, Michel Barnier, à soumettre rapidement au Parlement un projet de loi constitutionnelle sur le statut de la Corse. Football, en match décalé de la 14e journée, l'AC Ajaccio se déplace ce soir à Dunkerque. Et puis exploit du Féminine Esprit Club Bassier, club qui évolue en régional, qui hier après-midi Bajolo s'est qualifié pour le deuxième tour fédéral de la Coupe de France féminine en éliminant l'AS Monaco, pourtant pensionnaire de National 3. Après un score de parité dans le temps réglementaire, un but partout, c'est au tir au but que les protégés du président Alain Moscone se sont qualifiés 3-2. Au prochain tour, elles iront défier l'AS Cannes, un club de Détroit. Enfin, la Ligue Corse d'athlétisme a tenu son assemblée générale ce week-end à Porto Vecchio. Patrick Labarrussias, seul en liste pour l'élection à la présidence, a été élu, succédant ainsi à Nicole Filippi. Merci Philippe pour les infos, pour la météo. Retour de Philippe pour les titres de l'information en fin de matinale, mais auparavant, on va le retrouver avec les invités. Aujourd'hui, on va débuter par une photographe, et puis nous allons faire aussi une petite spéciale sur Camera Politica, qui s'est déroulée donc la semaine dernière, donc du côté de Bigoulia. Mais pour le moment, un petit détour sur les hippodromes avec Rémi pour les bons pronostics de ce lundi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International.
Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va commencer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 12, Hacker Lover. Passons à la 6e course où le 6, Livento Kaluma devrait lutter pour la victoire. Et on terminera par la 10e où le 6, Cobra Killer Gar devrait l'emporter. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Merci Rémi. Il y a toujours les bons pronostics. Je vous invite à les jouer. Alors, on se fait un petit point aussi avec de l'horoscope. C'est Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, ravi de vous revoir pour cette fin de saison, cette rentrée. En tout cas, on va voir pour ce lundi ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, vous allez faire preuve d'une grande intransigeance pour pouvoir essayer de récupérer un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Les taureaux, faites preuve d'indulgence avec vous-même, vos limites, ne soyez pas non plus trop intransigeant ou trop tyrannique avec votre propre personne. Les gémeaux, vous n'aurez pas forcément trop la tête à penser à l'amour ou à la réalisation de certains projets, vous serez occupé dans d'autres plans. Les cancers, vous êtes déjà chargé, overbooké, pensez à favoriser votre côté émotionnel, n'allez pas non plus vous plomber le moral. Les lions, vous avez envie de nouveautés, mais peut-être que le fait de créer de la nouveauté ou d'essayer d'aller vers de la nouveauté peut réveiller certaines craintes de la trahison du passé. Ne les laissez pas venir vous empêcher de démarrer quelque chose qui vous fera du bien. Les vierges, vous allez avoir envie de couper avec des choses qui peuvent faire mal ou avec des choses qui peuvent vous embêter, et j'ai envie de dire tant mieux. Les balances, aujourd'hui c'est un temps d'écoute pour vous-même par rapport à vos ressentis et à votre intuition. Les scorpions, la journée se promet riche de cadeaux, assez soudain. La vie va vraiment vous porter des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Les sagittaires, écoutez, pour ceux qui sont dans des relations sentimentales, tout baigne, ça va dans de nouvelles directions et ça fonce. Les capricornes, vous ferez ce qui est nécessaire pour votre bonheur, votre bien-être et votre équilibre. Les verseaux, vous allez chercher justement un équilibre dans de nouvelles opportunités. En tout cas, jaugez bien les choses avant de choisir l'opportunité en question. Et enfin, les poissons, vous évoluez, vous transformez, vous avancez. Mais par moments, voilà, pensez à toujours rester juste et équilibré. Faire preuve de caractère et dire la vérité, oui, mais sans non plus aller trop loin dans ses propos. Voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir. Voilà, j'espère que votre horoscope a été bon pour ce lundi. Voilà, ben écoutez, on peut rien y faire, c'est comme ça. J'espère que vous avez bien écouté. Et on va se faire une petite séance de bien-être comme tous les lundis. Et c'est Laetitia qui vient nous rejoindre. Bonjour, je suis Laetitia, coach et sophrologue, et aujourd'hui j'ai une question à vous poser. Êtes-vous insomniaque? Si la réponse n'est pas claire, je vais vous poser un certain nombre de questions qui vont peut-être vous aider à clarifier un peu votre qualité de sommeil. En tout cas, est-ce que vous êtes insomniaque ou pas? Ce sont des questions qui sont posées en centre du sommeil pour accompagner des personnes qui souffrent de troubles du sommeil. Donc des questions très sérieuses. L'idée, c'est que si vous répondez à plus de 3 questions par oui, ça voudra dire qu'il est temps d'agir, que vous êtes sans doute insomniaque, surtout si vous répondez oui à la 6e question. Donc pour les questions, c'est parti, je vais vous les poser dès maintenant. Première question. Mettez-vous plus de 25 minutes à vous endormir? Deuxième question. Est-ce que vous vous réveillez plus d'1 heure chaque nuit? Troisième question. Est-ce que vous restez éveillé plus de 25% du temps quand vous êtes allongé?
4e question, est-ce que vous êtes fatigué quand vous vous réveillez le matin? 5e question, avez-vous un réveil trop précoce? Est-ce que vous vous réveillez trop tôt le matin? Et enfin, dernière question, et sans doute la plus importante, est-ce que vous êtes sujet à l'insomnie depuis plus de 3 mois? Parce que parfois, effectivement, on peut connaître des nuits un peu plus agitées que d'autres, mais c'est expliqué par un contexte, une situation, une source de stress qui est très ponctuelle. Ça devient beaucoup plus problématique quand ça s'installe sur la durée. Donc, si vous avez répondu oui à plus de 3 questions, et notamment oui à la dernière question, vraiment, s'il vous plaît, agissez. N'attendez pas, ne laissez pas traîner cette question-là. C'est vraiment important. Le sommeil a vraiment un impact très important sur notre santé de façon générale. Donc, n'hésitez pas à faire quelque chose, à consulter, à mettre en place des pratiques, peut-être de yoga, de méditation, de sophrologie. Il y a tout un tas d'outils aujourd'hui qui existent pour vous aider à vous déstresser, à identifier ce qui pourrait déséquilibrer votre qualité de sommeil. Mais en tout cas, vraiment, n'hésitez pas à agir très vite. Je vous souhaite une très belle journée et peut-être de très belles futures nuits. Voilà, et je vous dis à très vite. Merci Laetitia pour tous ces bons conseils pour bien débuter la semaine. On poursuit avec la partie invitée. On va tout d'abord débuter avec Sylvie Lézier qui va nous parler de photos. Et puis on aura aussi une spéciale Cinema Politica, ce festival qui a eu lieu donc du côté du Biguglia au centre culturel Carlo Rocchi. Allez, on débute par de la photo. Notre invitée aujourd'hui, Sylvie Lézier, photographe d'art professionnelle à Luciana. Elle sera pour une fois de l'autre côté de l'objectif. Sylvie Lézier, bonjour. Bonjour. Alors, un petit mot sur votre parcours, puisque moi, je vous ai connue comme animatrice à Radio Corse International dans les années 80-90. Aujourd'hui, vous voilà portraitiste réputée. Alors, quel a été un peu le déclic photo pour vous? Alors, le déclic photo, en fait, j'ai toujours été passionnée, en fait, depuis ma plus tendre jeunesse. J'ai toujours été passionnée et c'est mon mari qui m'a offert mon premier appareil photo. J'ai continué. C'était pas numérique à l'époque. Non, c'était de l'argentique. L'argentique, oui. Ouais, quand j'étais plus jeune, j'avais même j'ai connu les appareils photo jetables. Oui. Mais ça a été une passion, en fait. On va dire que j'ai fait de ma passion mon métier. Sur le tard, parce que j'ai pris le temps, avant d'élever mes enfants, de fonder une famille. Mais c'est une passion. Et qu'est-ce qui vous a plu donc, dans la photo? C'est de prendre sur le vif, d'étudier? C'est de créer des souvenirs, en fait. J'ai commencé, moi, avec mes enfants. J'ai photographié mes enfants. J'étais le photographe officiel de ma famille. Et parce que je voulais créer des souvenirs. Je voulais qu'il y ait des images, des choses qu'on puisse se souvenir après. Voilà, j'avais envie de créer le futur avec le passé. Alors, on peut être passionné, mais il y a quand même des trucs à apprendre. Des bases, non, en photo? Ah oui, il y a les fondamentaux. C'est comme en musique, tu peux avoir une oreille musicale. Moi, j'avais l'œil, c'est ce qu'on disait. Mais après, il fallait passer par les fondamentaux, effectivement, travailler la composition, travailler la lumière surtout, travailler plein de choses. Et c'est ce que j'ai fait, oui. Ça passe par des cours? Comment ça s'est fait? Oui. En fait, si tu veux, je me suis déclarée en 2009 en tant qu'auto-entrepreneur. Voilà. Et on va dire dans les 4 années qui ont suivi, comme j'avais pas de formation, je me suis formée avec des photographes sur le continent. Alors, vous êtes installé aujourd'hui en Haute-Corse. Tu es installé aujourd'hui en Haute-Corse sur la commune de Luciane. Le studio, c'est Carpe Diem, c'est ça? Carpe Diem Studio, ouais. Carpe Diem pour faire différemment et puis pour qu'il puisse être compris dans toutes les langues. Et surtout, c'est quelque chose qui me correspond puisque j'essaye de profiter au jour le jour de toutes les opportunités et des bonheurs, des malheurs aussi, malheureusement, mais de profiter de tout. Voilà. Alors, 2009, vous débutez donc dans le professionnalisme et très très vite, vous avez une ascension fulgurante puisque
Vous avez eu des titres, vous avez été primé, vous avez été meilleur ouvrier de France. Oui, c'est vrai que... On le voit d'ailleurs avec le... Avec le col bleu, blanc, rouge. Le col bleu, blanc, rouge. C'est vrai que j'ai été très vite lancée dans le giron des concours, mais c'est quelque chose qui me plaisait, non pas par rapport aux résultats en fait, mais c'était surtout une histoire de booster, on va dire, mon travail. J'avais des idées bien précises. Quand on arrive tard dans le métier, on a un peu plus de maturité que quelqu'un qui débute tôt, on va dire. Et du coup, je savais ce que je voulais. Donc, alors, effectivement, maintenant, quand je me retourne, je me dis, ah ouais, ça a été rapide, on va dire, depuis 2009. Mais en même temps, j'ai pas eu le sentiment d'être essoufflée de tout ce que j'ai fait. Et j'ai gravi les marches, on va dire, petit à petit. Et c'est très bien comme ça. Et effectivement, ce titre de meilleur ouvrier de France, obtenu en 2019, on va dire c'est une de mes plus grandes fiertés. Il y en a d'autres, hein, attention, professionnelles. Hein. Mais c'est vrai que voilà, j'en suis fière. Il y a eu une 6e place aussi à la Coupe du Monde. Oui, c'était en 2016. Une 6e place à la Coupe du Monde en catégorie illustration digital art. Et voilà, c'était au Portugal. Alors j'ai noté aussi que vous avez été sélectionné en équipe de France. Ça consiste en quoi une équipe de France de photographie? Justement, quand j'ai obtenu cette 6e place à la Coupe du Monde, c'était parce que j'avais été intégrée à l'équipe de France de la photographie, à savoir qu'il y a des équipes nationales dans tous les pays. La Coupe du Monde s'organise autour d'environ une quarantaine de nations. Et j'y ai participé 2 fois, dont en 2016 où j'ai eu une 6e place. Et c'est bizarre, enfin c'est rigolo même parce qu'en fait maintenant je suis capitaine de l'équipe de France. Voilà, c'est ça, capitaine de l'équipe de France, c'est ça. Hein. Mais donc il y a des concours entre pays par catégorie aussi. C'est ça, il y a une dizaine de catégories voilà, on va à la recherche des talents. Et puis des images aussi qui sont susceptibles d'être à la Coupe du Monde, parce que tous les concours ne se ressemblent pas. Le titre de meilleur ouvrier de France ne ressemble pas du tout au concours de la Coupe du Monde. Et voilà. Mais en fait, c'est mixte alors, puisque vous êtes dans l'équipe de France. Bien sûr. C'est pas comme dans les football ou rugby. Non. Et puis voilà, on fait pas, on se réunit pas pour faire des tours de terrain. On n'est pas dans le sport. Je veux dire, voilà. Moi, si tu veux, j'essaye de coacher, d'essayer d'aller chercher, on va dire, ses talents dans les catégories. Et donc, c'est effectuer une veille constante sur les réseaux sociaux pour aller voir ce qui se fait. Aller récupérer à droite et à gauche des noms français, bien entendu. Et puis voilà. Donc, c'est du boulot. Mais franchement, je suis plus dans l'image. Et c'est quelque chose qui me va bien, en fait. J'aime bien ce boulot. Alors, on va parler de votre travail plus précisément. Donc, vous avez un studio à Lucane, Carpe Diem. Quel genre de personnes viennent vous voir pour être photographiées? Alors, je fais du particulier. Ouais. C'est beaucoup de particuliers, en fait, qui viennent. J'ai beaucoup de futures mamans qui viennent seules ou qui viennent en couple. Des enfants, et puis des familles, et puis des jeunes. On va dire que c'est assez... les personnes que je touche, le panel est assez large, on va dire. Je fais aussi du professionnel. Mais c'est surtout du particulier. Alors justement, quand vous travaillez sur un portrait, qu'est-ce que vous essayez de faire ressortir? Ce que la personne veut ou ce que vous sentez, en fait? Ce que moi, je sens. C'est ça. Je travaille différemment, en fait. Après, les gens qui viennent au studio et qui prennent rendez-vous pour une séance photo, ils connaissent mon travail. Donc, ils savent déjà que je vais les emmener vers quelque chose qu'ils n'auront peut-être pas l'habitude, mais sans changer leur personnalité. Attention, à moins que ce soit une demande de leur part. Mais j'essaye vraiment de les amener dans des images différentes, en fait, dans des images différentes qu'on pourrait prendre avec un téléphone, quoi. Alors, comment ça se passe, une séance type, par exemple? Je viens vous voir, comment ça se passe? Alors, d'abord, on me demande mes tarifs, et ensuite, si les tarifs sont OK, la personne va plus loin, on va dire, et on s'entretient concernant la séance. Donc, j'explique comment ça se passe, ce que moi j'aimerais, quelles sont ses préférences, qu'est-ce qu'elle préfère, le noir et blanc, la couleur. Mais voilà, je pose quand même les questions, je m'intéresse quand même à la personne, mais pour arriver quand même à imposer, moi, les images
qui m'inspire de cette personne. Voilà, c'est surtout ça. Donc je fais des propositions, ça plaît, ça plaît pas, mais bon, généralement ça a toujours plu. C'est toujours en studio, vous pouvez aller à l'extérieur Oh non, aussi. on peut aller en extérieur. Oui, je fais en extérieur quand on a la chance d'habiter en Corse, on a du beau temps assez régulièrement, donc et la lumière est belle aussi. Donc du coup, oui, j'amène les gens aussi en extérieur, mais je fais plus du studio. Aujourd'hui, vous travaillez en argentique ou en numérique ou les deux? Numérique. Numérique. Ouais. J'ai fait de l'argentique au tout début, quand j'ai commencé la photo, mais le numérique est arrivé rapidement, on va dire, et j'ai emboîté sur le numérique. Je pense qu'il fallait pas que je loupe le coche du numérique, parce que sinon je serais restée dans mon coin. Pour moi qui suis néophyte, quelle est la différence? Qu'est-ce qui vous fait basculer en faveur du numérique par rapport à l'argentique? Alors, je vais faire attention à ce que je dis, parce qu'il y a les pros argentiques qui... Oui, et je comprends, attention, quand on a baigné là-dedans toute une vie et qu'il faut changer, c'est compliqué. Moi, je me suis lancée parce que j'aime les opportunités, j'aime les choses nouvelles, j'aime aller fouiner, et du coup, je me suis dit que c'était une opportunité, un gain de temps aussi. Et je me suis lancée là-dedans, en fait, sans je pense avec ma jeunesse de départ, parce qu'en 2009, j'avais 42 ans. Donc, du coup, c'est ça aussi, je pense. Je pense que ça aurait été plus compliqué si j'étais passée au numérique, et maintenant, peut-être, à mon époque. Je sais pas, mais bon, comme j'aime bien être au courant des nouvelles techniques et tout, je suis partie là-dedans. Alors, je vais peut-être vous faire bondir. Vous utilisez des logiciels de retouche? Ah oui. 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 Non. C'est efficace. Enfin, ça fausse pas là, le naturel? Non. En fait, quand je travaille avec des images de particuliers, je fais attention de ne pas changer la personne. On n'est pas sur du magazine de mode, hein. Mais la retouche, elle me sert à faire des ajustements de lumière, nettoyer mes capteurs si j'ai des petites traces, hein, nettoyer mes fonds en studio, récupérer des blancs, augmenter mes sombres, je dirais. Enfin, c'est vraiment des retouches basiques, on va dire. Il n'y a pas de retouche sur le personnage, en fait. Non, s'il y a des boutons ou de la trop grosse acné, je réduis légèrement, je ne change pas la personne. Mais la retouche, elle se faisait même à l'argentique. Hein. Il faisait dans le bain, en fait. Ça se faisait dans le bain. Donc, en fait, là, on utilise l'outil numérique, c'est juste ça en plus. Après, oui, je vais plus loin dans la retouche sur les projets perso, sur tout ce qui est mode et beauté, où on a vraiment de la peau qui est très présente sur des close-up, par exemple, sur des plans rapprochés. Mais, et puis maintenant, avec l'IA, c'est encore autre chose. Mais voilà. Alors, je suppose qu'il y a des époques à thème. Là, on était dans Halloween. Là, on approche de Noël. Ça vous fait un regain de travail, plus de travail? Non, c'est pas plus de travail pour moi, parce que j'aime ça. Donc, du coup, alors, j'ai pas fait Halloween pour peaufiner mes mini-séances de Noël. Mais voilà, je fais les mini-séances pendant le mois de novembre au studio. Et ensuite, au mois de décembre, il y aura des séances avec le Père Noël aussi. Mais j'aime bien... Moi, j'aime bien créer des univers, en fait. Donc, du coup, ouais, c'est pas une charge de travail pour moi, parce que je le fais vraiment avec plaisir. Alors, quels sont les projets? Parce que je vois aussi que vous êtes formatrice. Alors, j'ai fait de la formation au sein de ma fédération, puisque je fais partie d'une fédération, la FFPMI. Et j'ai fait de la formation au sein de ma fédération. On va dire que la formation, là, j'ai mis un petit peu de côté, hein, par rapport au fait que je sois responsable de commission au sein de la fédération aussi, la commission images et concours, capitaine de l'équipe de France, hein, mon boulot. Donc, du coup, j'ai réduit un petit peu la formation parce qu'il faut du temps. Mais oui, ça a été aussi quelque chose que j'ai apprécié, parce que quand on devient un meilleur ouvrier de France, il y a un mot qui est la transmission. Donc, si je peux transmettre, je transmets avec les personnes avec lesquelles je pense que transmettre
Enfin, l'échange sera Facile, enfin plus. facile, mais Va être accepté, va être ouais, assimilé. mais assimilé, mais c'est surtout où il va pas y avoir de fausserie derrière. En fait, je veux dire, j'échange, voilà. Mais sinon, et puis ici, c'est compliqué. Il y a des projets d'expo, parce que vous avez exposé aussi pas mal de fois. Alors, les projets d'expo, moi, j'aimerais exposer en Corse. Mhm. Moi, les 3 fois où j'ai exposé, c'était sur le continent. Mais alors, on est venu me chercher aussi. J'ai fait le festival de Cholet, le festival Nul n'est à prophète en Gap son pays, comme on dit. et à Toulon. Oui, je sais bien. J'aurais aimé exposer en Corse. Parce que je crois que vous êtes la seule meilleure ouvrier de France en Corse. Dans le En monde de la photo, en photo, oui. Ouais. Ouais. Donc c'est un peu. Ouais, j'aurais bien aimé. Donc, on lance l'appel, eh ben, alors. voilà, éventuellement. Si vous voulez faire une belle Je expo. peux étudier toutes les propositions. Sylvie, merci beaucoup d'avoir retrouvé le micro de RCI Ah bah et oui. de nous avoir éclairé de tous ces, Merci à toi, ces bons Philippe. conseils Merci. sur la photo. À Merci bientôt, au beaucoup. revoir. Hein. Notre invité aujourd'hui, Christophe Bourseiller, pour parler de la première édition du Festival du film engagé qui s'est déroulé la semaine dernière au Spazio Carlo Rocchi à Bigouille. Christophe Bourseiller, bonjour. Bonjour. On a l'impression de ne pas se quitter puisque vous étiez il y a quelques semaines à Oui. peine pour Artemar. Oui, je passe ma vie en Corse, mais j'aime bien. Et c'est agréable. Ah bah très, oui, hors saison surtout. Alors, justement, on parle d'Artemar, puisque avait lieu la semaine dernière et jusqu'à dimanche, donc la première édition du festival du film engagé, Camera Politica. Donc, vous êtes partie prenante. Comment est-ce qu'on organise un tel festival qui a un caractère un peu particulier quand même? Alors, c'est un projet qu'on avait avec Michel Corotti et Philippe Peretti depuis plus de 10 ans. Ah oui. La première fois qu'on s'est rencontrés, ça devait être en 2012 ou quelque chose comme ça, on en a parlé. On s'est dit, il faudrait faire un festival de cinéma politique et on ne savait pas comment le faire. Et 10 ans plus tard, les choses se sont concrétisées et là, Michel Corotti et Philippe m'ont dit, Christophe, faut que tu sois de l'aventure parce que c'était une idée qu'on avait ensemble dès le départ. Donc ça s'est fabriqué grâce à un concours de circonstances, Bigoulia qui nous a accueillis et la possibilité tout à coup de pouvoir enfin réaliser ce rêve très particulier. Parce que faire un festival de cinéma politique, c'est délicat, vous voyez. C'est pas un festival du cinéma militant. Faut pas que ce soit un festival du cinéma ennuyeux non plus. Il faut trouver donc vraiment le juste équilibre pour que ça soit palpitant. Alors déjà, on en touchait un petit peu de la politique à travers Artemar. Il y avait déjà quelques films il y en avait un ou deux qui étaient un petit peu dans la programmation. Vous savez, tout cinéma est politique, tout film est politique. Hein. C'est vrai, il y a toujours une dimension politique dans tous les films qu'on voit, bien sûr. Mais nous, on s'est dit, tiens, il faudrait faire en fait un festival du cinéma engagé, d'engagement, parce que c'est vrai qu'il y a des films qui ont vraiment une volonté de dénonciation d'un scandale, qui ont la volonté de parler d'un phénomène de société, vous voyez, et donc on s'est dit, ce sont ces films-là qu'il faut mettre en avant. Et on s'est dit une autre chose, on s'est dit finalement, un festival du cinéma engagé, ça ne doit pas être qu'un festival de cinéma. C'est-à-dire qu'il faut que les gens parlent, parce que c'est des festivals où on a envie de débattre, de se rencontrer, et alors il faut se voir. Et du coup, on s'est dit, il faut organiser des débats. Et donc il y a les films, mais il y a aussi les débats autour des films, et puis des rencontres sur plein de sujets, des débats avec plusieurs personnes, en visio ou pas en visio, enfin voilà, pour que ça bouge et qu'on ait une espèce d'impression d'agora. Et alors on est même allé encore plus loin parce que sur les murs du Spazio Carlo Rocchi à Bigoulia, on a mis des tracts, on a mis des slogans, enfin un peu drôles, hein, bien sûr. On a mis des bouts de machin et tout pour donner l'impression qu'on était presque dans une usine en grève ou dans un hall de faculté en ébullition. Donc il y a un petit côté mai 68 dans notre festival.
festival. Et pour cette première, vous avez frappé fort avec une invitée de marque, Roselyne Bachelot. Bien sûr, bah oui, j'ai la politique incarnée. Tout à fait, mais Roselyne Bachelot, là, j'ai eu du mal à la convaincre de venir parce qu'elle est très prise, Roselyne. Oui. Puis je lui ai dit qu'il ferait très beau, que ça serait très agréable et tout. Et elle est venue, elle a joué le jeu merveilleusement. Elle a participé à plein de rencontres. On a fait une rencontre, elle et moi, bien sûr, qui était passionnante, où elle a parlé de plein de souvenirs. Alors elle est là, elle raconte des histoires drôles que lui a raconté Jacques Chirac, des histoires drôles que lui a raconté Pasqua, des histoires drôles que lui a raconté Darmanin. Donc vous voyez, elle a un répertoire d'histoires drôles assez surprenant, mais pas seulement. Elle est capable d'aller du très sérieux au très grave, Roselyne Bachelot. Et je trouvais que c'était bien de marquer le coup de cette première édition de Caméra Politica par quelqu'un qui soit quand même une femme politique de premier plan, mais très consensuelle, très rassembleuse en fait. Et c'est pour ça que... Et en plus une femme. Et ce qui est important aussi dans ce festival, c'est que vous êtes tourné vers les jeunes aussi. Oui, bien sûr, oui, c'est pour ça qu'on a fait des concours d'éloquence. Oui, parce que la jeunesse, elle est très politisée en réalité. La jeunesse, elle est engagée. Alors en Corse, il y a beaucoup de jeunes qui sont engagés pour le destin de leur île, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont engagés pour sauver la planète. Il y a un engagement de la jeunesse qui est très paradoxal parce que c'est un engagement qui ne se traduit pas dans les urnes. C'est-à-dire que vous avez une génération climat aujourd'hui qui descend dans la rue, qui fait des collectifs pour lutter contre telle ou telle chose, mais qui ne votera pas nécessairement pour les Verts. Vous voyez, c'est le paradoxe. D'ailleurs, ils ne voteront pas du tout. Vous voyez, c'est le paradoxe. Et donc, c'est intéressant aussi d'attirer à nous ce public-là, qui a lui aussi des choses à dire. Je l'ai vu hier soir, nous avons projeté un film italien social, on va dire, et à la fin, il y a une jeune femme qui a pris la parole, ou deux d'ailleurs, très jeune, genre 25 ans, et pour dire des choses militantes, très sérieuses. Enfin, on les sentait très investis. Alors, vous le disiez à l'instant, la Corse est une région très politisée. Il y a même des réalisateurs. Vous avez reçu Thierry de Peretti, qui fait un chef de file un peu de... Oui, alors, genre de film. Ce qui se passe en Corse, c'est assez passionnant, c'est qu'en fait, on voit depuis quelques années l'émergence d'un cinéma corse. Et alors, c'est très particulier parce que c'est un cinéma qui est un cinéma vraiment passionnant. Alors, je dirais, il y a Thierry de Peretti, mais moi, je dirais aussi, il y a Julien Colonna. Oui, enfin, c'est aussi dans le même esprit, c'est-à-dire des cinéastes corses qui questionnent la Corse et qui s'en tiennent pas à l'image d'Épinal de la Corse que tout le monde connaît, mais qui vont derrière. Et c'est ça qui est passionnant. Thierry de Peretti va derrière l'engagement. Il dit, mais finalement, cet engagement nationaliste, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'on a ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe quand on s'engage? Et je trouve ça passionnant, de même que Julien Colonna, lui, c'est autre chose. Lui, il parle de ce qu'il a connu aussi, bien sûr, avec son père, etc. Mais dans les deux cas, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il y a une réflexion critique. On s'en tient pas à... C'est trop facile de mettre des belles images. Moi, j'opposerais, alors c'est mon goût, c'est mon choix personnel, mais j'opposerais les films de Thierry de Peretti à Julien Colonna, qui pour moi sont vraiment intéressants, au film Borgo, par exemple, que j'ai trouvé beaucoup plus banal dans sa perception de la réalité corse, beaucoup plus cliché, si vous voulez. Ouais. Je trouve qu'avec Thierry de Peretti et Julien Colonna, il y a quelque chose d'intéressant. Et quand on visite la Corse, comme je le fais 4 fois par an depuis plus de 10 ans, on a envie d'aller derrière le miroir. C'est-à-dire qu'on a envie d'aller voir la réalité des gens. Et c'est beaucoup plus intéressant que le folklore, moi, je trouve. Alors, quels enseignements vous tirez de cette première édition en vue de la seconde? Le fait qu'il faut beaucoup de paroles, le fait qu'il faut toujours des personnalités politiques, le fait qu'il y ait encore plus d'agora. Je crois que le secret, c'est l'agora, c'est la parole, c'est le mélange, c'est le côté on vient dire ce qu'on pense en toute liberté, tout en voyant des films. C'est ça quand même l'intérêt des propositions d'Artemar, que ce soit le festival Artemar ou Caméra Politica ou le festival des films de femmes, enfin, etc. C'est quand même des avant-premières. Parce que là, les films que nous voyons sont des films qui sortiront en janvier, en février. On est vraiment dans c'est très privilégié de voir ces films. Je ne sais pas si les spectateurs le savent et s'en rendent compte, mais c'est vraiment exceptionnel de voir ces films-là parce que on les voit vraiment comme les critiques. Moi, je fais critique, donc je le sais, je les vois dans cette période-là, mais c'est vrai que c'est l'occasion pour tout le monde d'aller voir des films qui ne sortiront que bien plus tard, et ça, c'est un privilège formidable. Alors, cette première édition était assez courte, ça a duré 3-4 jours. Oui, on peut penser que ça peut évoluer aussi en... Là, je ne peux pas vous dire. Moi, je trouve que 3-4 jours, c'est parfait. Je trouve que 3-4 jours, c'est quelque chose de ramassé, d'intense, de fort, mais connaissant Michel Korotik
qui est capable de tout. Il est tout à fait possible que ça commence à s'allonger, que ça soit une semaine, et puis pourquoi pas un mois. Hein, tout est possible avec elle. Christophe, merci beaucoup. Les prochains projets ici en Corse avec vous? Ah bah moi, c'est le retour à Artemare l'année prochaine. On est déjà en train de travailler sur l'édition. Vous nous avez parlé du thème déjà, c'était? Bah justement, on a un gros débat là sur le thème. Là, on veut un thème plutôt positif, sympathique, rassembleur, quelque chose qui... On veut un peu du feel good, comme on dit. Donc, on est en train de chercher notre thème feel good. On n'est pas loin de le trouver. Christophe, merci beaucoup. Je vous en prie. Toujours dans le cadre donc de ce festival du film engagé, Caméra Politique, organisé par donc l'association Artemare, nous recevons Jacques Pradel. Bonjour. Bonjour. Jacques Philippe. Pradel, écrivain, homme de radio, homme de télévision. Il y a beaucoup de qualificatifs qui pourraient vous aller comme un grand. Alors justement, vous êtes présent à ce festival. Comment s'est fait un peu votre venue à ce festival? D'abord parce que je suis un soutien inconditionnel d'Artemare. Je trouve que le travail, j'ai aussi participé il y a quelques années à Histoire en mai, et je trouve que d'abord que la programmation des films est absolument remarquable, les films méditerranéens, mais au sens large du terme. Et donc voilà, je connais, il se trouve que je connais par ailleurs Michel Corotti, et quand elle m'a dit on va faire un truc, peut-être tu pourrais participer parce qu'il va être question d'engagement politique et d'affaires criminelles, puisqu'elle m'a proposé de faire une petite conférence sur le crime et politique. Donc voilà, j'ai dit oui tout de suite parce que pour ces raisons-là, voilà. Alors justement, vous êtes un observateur passionné du monde judiciaire et parfois avec la politique, il y a les passerelles, des mauvaises passerelles, crime et politique. Parfois, souvent. Mais vous savez, Machiavel disait en politique, le choix n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. Et c'est vrai que la raison d'État est souvent la manière dont les dictateurs, mais voire aussi des régimes démocratiques, décident de se débarrasser ou de se venger de gens. Il y a un bouquin que je vous recommande, qui est d'un de mes confrères qui s'appelle Vincent Nouzille, qui a écrit, je crois, il y a quelques années, un livre qui s'appelait Les tueurs de la République. Et dans ce livre, notamment François Hollande révélait qu'il avait donné son accord pour des éliminations physiques, alors de terroristes ou de gens qui avaient... qui donnait à l'État français toutes les raisons d'une vengeance. Mais bon, moi, je suis toujours un peu gêné et je suis extrêmement heureux que depuis 1981, on ait aboli la peine de mort. Voilà. Mais les exemples ne manquent pas. Oui, ça remonte très loin. À travers les siècles. Malheureusement, il y a toujours eu des crimes politiques, en fait. Oui, bien sûr. Alors, on a des recordman en France. On a un recordman de la baraka, si j'ose dire. C'est le général de Gaulle. Oui, parce qui a échappé à plusieurs attentats. Qui a échappé magnifiquement à un certain nombre d'attentats, soit grâce au travail des services spécialisés, soit tout simplement parce qu'il a été sauvé au dernier moment par le hasard. Et moi, je suis très attaché. J'ai écrit un livre qui s'appelait Grain de sable, d'ailleurs, où quelquefois les meilleures constructions criminelles volent en éclats à cause d'un petit détail auquel personne n'a pensé. Et De Gaulle, notamment, il y avait un attentat, on a appris ça après coup, qui était prévu du côté de Toulon. Il devait venir faire un petit discours devant des militaires. Et il était entouré de 2 énormes plantes vertes. Et l'OAS avait bourré ces 2 plantes vertes d'explosifs. Et 10 minutes avant la prise de parole de De Gaulle,
il y a le jardinier du coin qui est venu arroser ces deux plantes et qui a noyé évidemment pétard mouillé les explosifs et donc l'attentat n'a jamais eu lieu. Il y a des domaines, des histoires sombres comme Yann Piat par exemple, ou encore même Jean Jaurès. Absolument. Alors, ce sont des choses différentes. C'est-à-dire que Yann Piat, c'était quelqu'un qui avait un passé politique, notamment elle venait du Front National, en fait, à l'époque. Et puis, elle s'était tournée ensuite vers la droite qu'on pourrait appeler républicaine. Et elle voulait faire une opération main propre dans son département, le Var, où elle avait décidé de se présenter à la mairie de Hyères l'année suivante, en 1995. Elle est morte en 1994, parce que elle avait détecté, mais c'était assez facile malheureusement pour tout le monde à l'époque, dans le département du Var, il y avait ce qu'on pourrait appeler pudiquement une certaine porosité entre le monde politique et le monde de la grande criminalité. Et il y avait notamment un projet d'extension de l'aéroport d'Hyères, etc. Enfin bon, et elle voulait dénoncer ce montage qui allait permettre à un certain nombre de politiques de s'en mettre plein les poches pour leur parti, évidemment. C'était un moyen de financement. La pègre était à l'époque un moyen de financement des partis politiques. Et elle a été assassinée, un meurtre avec préméditation. Donc, sur le chemin de son domicile en 94. Voilà, et elle n'a pas survécu à l'histoire. Et pour aller au bout, l'histoire était très bien montée, c'est-à-dire que des journalistes d'investigation par la suite ont pu savoir qu'il y avait une deuxième équipe, parce que c'est la première équipe qui a été évidemment mise au banc des accusés. C'est une histoire d'un petit bar, le Macama, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bon. Mais en fait, derrière, il y avait une organisation beaucoup plus puissante et qui n'a jamais été... oui, on n'arrive pas à savoir finalement, malheureusement, c'est... Je pense qu'un certain nombre de gens savent parfaitement ce qui s'est passé, y compris dans les services d'enquête, mais que les preuves n'ont jamais pu être apportées, quoi. Alors aujourd'hui, votre regard sur ce film, sur ce festival du film engagé? C'est de la politique au sens noble du terme. Alors, moi, évidemment, la conférence que je vais faire, c'est la politique avec un P minuscule. Bon, mais... ça fait partie de la politique. Oui, ça fait partie de la politique. Et vous citiez Jean Jaurès, par exemple, et c'est vrai que l'assassinat de Jean Jaurès, le 31 juillet 1914, au restaurant, au Café du Croissant, a été pensé, orchestré et exécuté par quelqu'un qui était vraisemblablement un malade mental, mais qui était également, dans l'ambiance de l'époque, évidemment, considéré que Jaurès était un traître à la nation parce qu'il était pour la paix, tout simplement. Et cet homme s'appelait Raoul Villain. Et ce qui est extraordinaire dans l'histoire de l'assassinat de Jaurès, c'est que le procès a eu lieu, évidemment, après la guerre, en 1919 ou 1920, de mémoire, et que la justice française a considéré qu'il s'agissait d'un crime passionnel politique. Et donc, Raoul Villain était condamné symboliquement à quelques années de prison, et la veuve de Jaurès a été condamnée aux dépens. C'est elle qui a payé les frais de justice. Et alors on peut considérer qu'il y a toujours après un jugement immanent qui fait que Raoul Villain a eu un destin terrible. Il avait tué Jaurès de 2 ou 3 balles de pistolet d'un Smith & Wesson qu'il avait acheté pour l'occasion. Et
en 1936, il a été exécuté par les républicains espagnols au cours de la guerre d'Espagne à Ibiza, où il avait retrouvé alors une vie à peu près normale, mais on l'appelait le fou du port, parce qu'il descendait les rues d'Ibiza en chantant des cantiques à la gloire de Jeanne d'Arc, enfin bon, etc. etc. Mais il a été tué du même nombre de balles que les balles qui avaient tué Jaurès. Alors, vous étiez donc à ce festival. Je suppose que vous avez plein de projets encore. Oui, alors j'ai beaucoup de projets sur le décryptage d'affaires criminelles. Il y a 2 ans, j'avais publié un bouquin qui s'intitulait « Mes archives criminelles ». C'est-à-dire que c'était pour répondre en fait à une question qu'on me pose systématiquement. Toi qui as raconté des dizaines, voire des centaines d'histoires criminelles, les gens veulent toujours savoir s'il n'y en a pas une supérieure aux autres, une plus terrible ou plus gore que les autres, etc. Et ma réponse est toujours la même. Et je dis non, il y a autant finalement de raisons d'être marqué par une affaire criminelle qu'il y a 2 scénarios. C'est soit la personnalité de l'auteur, soit la personnalité de la victime, soit le fait que ces affaires divisent souvent la France en 2. Et comme on me posait toujours la question, un jour j'ai joué le jeu, j'ai pris une page blanche et je me suis dit, bon, quelles histoires me reviennent spontanément à la tête. J'en avais trouvé une trentaine à l'époque, que j'avais... le sous-titre du livre, c'était « Ces histoires que je n'oublierai jamais », parce qu'elles m'avaient profondément marqué. Et là, dans la foulée de ce premier livre, je publie au printemps un autre livre qui va s'appeler... Le titre définitif n'est pas arrêté encore, mais vraisemblablement « L'univers du crime ». Dans lequel j'ai choisi de baigner au quotidien, parce que chaque affaire criminelle, quelle que soit l'époque où elle s'est déroulée, a, enfin en tout cas j'en suis persuadé, quelque chose à nous dire sur l'état de la société à l'époque. Par exemple, les féminicides dont on parle maintenant n'ont empêché personne de dormir pendant des dizaines et des dizaines d'années. Même chose pour le viol. Or, nos sociétés, et c'est quand même un plus important, nos sociétés ne supportent plus maintenant que... Dans une affaire de viol, vous savez, la question qu'on posait toujours à la victime, c'était « Mais comment vous étiez habillée, mademoiselle ?» Voilà, oui. Bon, donc on faisait des victimes, des accusés potentiels, quoi. Elle l'a bien cherché, hein, c'est ce qu'on disait à l'époque. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'allaient pas porter plainte, justement, parce qu'ils voilà, alors maintenant, c'est plus possible, et il faut s'en féliciter. Et on voit à travers ma collection d'histoires criminelles, si j'ose dire, comme ça, l'évolution de la société, d'année en année ou de dizaines d'années en dizaines d'années, évidemment d'un siècle à l'autre. Hein. Jacques Pradel, merci beaucoup de votre visite et puis on espère vous revoir très bientôt avec Artémar. Avec plaisir. Merci beaucoup. Notre dernier invité de cette spéciale donc Artémar Caméra Politica, Thierry de Peretti, acteur et metteur en scène. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, vous êtes invité de ce festival, première édition de Caméra Politica. Vous avez réalisé plusieurs films, Le jour de ma mort, Les Apaches, Une vie violente, Enquête sur un scandale d'État et le dernier en date, donc À son image. Vous considérez comme un cinéaste politique ? Je sais pas, c'est pas à moi de le dire. Moi, je fais mon travail de cinéaste et il se trouve que je viens à la première édition de Caméra Politica, donc je vais pas dire que je suis pas un cinéaste politique, mais disons que c'est un genre qui vous plaît Oui, enfin, ce qui m'intéresse, c'est faire politiquement les choses. Après, les films, est-ce qu'ils sont politiques ou pas ? Tous les films sont politiques. De toute façon, même ceux qui ne le veulent pas, ils le sont à leur corps défendant. Donc, oui, il se trouve que les films, en plus, que je fais sont très reliés à une réalité historique, politique, culturelle. Donc, ils le sont. Mais... c'est pas c'est plutôt la manière de fabriquer les films, de les faire, de les envisager
où ça me tient à cœur d'être politique à cet endroit-là plutôt que dans le contenu même des films. C'est des thèmes très forts que vous abordez à chaque fois, parfois très violents. Je ne sais pas si c'est des thèmes, c'est des personnages qui ouvrent qui nous donnent accès à des moments, en l'occurrence de notre histoire, de notre histoire récente. Et cette histoire récente, effectivement, elle est par plein d'aspects et à plein de moments complexe, tourmentée et violente, effectivement. Et justement, qu'est-ce qui vous a fait choisir cette voie de ce genre de cinéma plutôt que faire de la comédie ou film d'amour? Alors moi, mes films sont, je vais surprendre, mais il y a beaucoup de choses dans mes films que je trouve drôles. Après, je suis pas le seul à les trouver drôles, mais c'est pas vraiment des comédies. je fais des, c'est pas vraiment des comédies, mais les personnages sont drôles et ont de l'esprit, de la mauvaise foi, de la bêtise, de l'idiotie. Donc il y a, j'espère, de l'humour, en tout cas de l'esprit dans les films. Après, j'allais dire, je choisis pas, je fais les films que je trouve les histoires ou les récits, je m'empare des récits que je trouve irrésistibles pour moi à raconter, et j'essaie de faire les choses les plus personnelles possibles et les plus libres possibles. Bon, il se trouve que ça parle de telle ou telle chose, mais les films sont pour moi très intimes, hein. Ils sont pas directement autobiographiques, mais ils le sont quand même de manière plus cachée. Vous partez de faits réels. Je pars de faits réels, oui, effectivement, mais pas simplement. Là, le dernier film, en l'occurrence, c'est l'adaptation d'un roman. Donc, c'est un roman. C'est effectivement la toile de fond. Elle est historiquement précise, exacte, juste et déterminée. Mais les personnages sont des personnages de fiction, des personnages de littérature au départ. Est-ce qu'on peut tout faire, ou est-ce qu'on doit s'interdire certains thèmes, certaines choses? En tout cas, on doit se poser des questions. On doit se poser des questions avant d'entreprendre de faire un récit. Je pense qu'on doit se poser des questions, y compris des questions qui ont à voir avec la morale. Pas la moralité, mais avec la morale. Et ça, c'est des questions qu'on doit se poser, y compris dans les aspects qui ont à voir avec la mise en scène. Pas simplement le cinéma, c'est pas simplement une histoire de sujet. C'est pas simplement une histoire de thème, ou c'est pas simplement ça. Le cinéma, c'est une expérience sensible, vivante et sensorielle. C'est avant tout ça. Moi, je suis pas journaliste, je suis pas écrivain, je fais des films, je fais du cinéma. Donc, je m'interdis rien. Je me pose les questions de représentation. Comment on se représente nous? Qui on filme, à qui on donne la parole, quelles sont les personnes qui vont interpréter des personnages, est-ce que c'est nous-mêmes ou c'est des gens qui viennent de l'extérieur, voilà, je me pose ces questions. Donc on doit pas s'interdire des choses, mais en tout cas on doit s'interroger dans la manière dont on va les représenter, les mettre en scène, ça c'est important. Alors, quand on fait ce genre de film donc engagé, puisque c'est le thème de ce festival, on n'a pas des pressions ensuite en disant oui, vous allez parler de ça, c'est pas passé comme ça. Oui, mais après oui, film. Bien sûr, mais le cinéma, il est fait pour interroger, pour que ça pose des questions, pour que des personnes qui voient ne soient pas d'accord avec la façon dont on montre, ce qu'on montre, et pouvoir engager du dialogue. C'est fait pour ça. Si on fait des films pour que tout le monde soit d'accord et passer juste un bon moment, bon bah oui, c'est autre chose. Moi, ça m'intéresse de poser des questions par le cinéma. Et de voir comment cette perche tendue elle est prise ou pas. C'est le dialogue qui m'intéresse, le dialogue avec ma communauté, mon peuple ou mes contemporains, c'est ça qui m'intéresse. Justement, le Creuset pour vous, c'est la Corse, vous ciblez jusqu'à présent, c'est là. Voilà, oui. Et je suis là, je vis là, je suis d'ici, ma famille est là, c'est ici que ça m'intéresse, c'est ici que je trouve qu'il y a un réservoir de récits quasiment inépuisable, et je trouve la Corse un territoire totalement moderne, lié avec toutes les thématiques contemporaines, et donc c'est ici que j'ai envie de faire des films. Et où la politique est bien présente aussi. Et la politique est bien présente, bien sûr. La passion du politique, la politique, bien sûr. Alors, votre dernier film, donc, à son image, il y a déjà, je suppose que vous avez déjà d'autres projets, d'autres
d'autres films Oui, mais je vous dirai pas quoi. Mais il y a déjà des projets. Oui, parce que les films sont tellement longs à mettre en place entre le moment d'une idée et le moment où le film sort, il se passe 4-5 ans. Oui. Donc on a le temps d'avoir d'autres envies. Puis généralement, je parle pour moi, mais c'est aussi le cas de beaucoup de collègues, quand on est en train de travailler sur un film, on est toujours en train de se dire oh, j'ai tellement envie de faire autre chose. On a toujours envie d'être à l'étape d'après. Ouais. Et quand on filme un film gros, on a envie de quelque chose de plus petit. Quand on fait quelque chose de plus petit, on a envie de plus de moyens. Donc oui, il y a des choses qui sont déjà en cours d'écriture. C'est la première donc en Corse d'un festival de ce genre-là. Quel regard vous avez sur ce type de cinéma, de festival qui s'ouvre un petit peu à toutes les... Là, c'est aussi Elisabeth qui est en face de moi, Michel Corot qui sont aussi les porteuses d'Artemar, qui est un projet, un festival vraiment important. Moi, j'ai eu la chance de montrer mes films. Pratiquement tous mes films, pas tous mais beaucoup, et donc ça me tient particulièrement à cœur, et c'est un honneur de pouvoir venir, d'être là présent à la première édition de Caméra Boulide, qui est aussi est-ce qu'on dirait une extension d'Artemar ou une autre version d'Artemar, et ça me touche beaucoup, c'est important, et tout ce qui touche le cinéma et la Corse, moi, m'importe beaucoup. Thierry Desparetti, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, merci de m'avoir accueilli. Voilà, merci Philippe pour ces invités, puis on reste avec nous, on va faire un petit point sur les titres de l'info. Un motard de 36 ans a été grièvement blessé hier dans un accident de la circulation à Ocana. La venue du pape à Ajaccio, officiellement annoncée par le Vatican ce week-end, le Saint-Père sera dans la cité impériale de 9h à 18h le 15 décembre pour diverses cérémonies. En déplacement à Calvi ce week-end, l'ancien ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a exhorté le Premier ministre Michel Barnier à soumettre rapidement au Parlement un projet de loi constitutionnelle sur le statut de la Corse. Football, la CA joue ce soir à Dunkerque en match décalé de la 14e journée de Ligue 2. Météo, la journée devrait être bien ensoleillée. Merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie avec Radio Corse Internationale et Télépaese. Je vous rappelle que vous avez des diffusions à 9h et midi donc pour Amadinale. Vous pourrez aussi la retrouver, je vous rappelle, sur les ondes de Radio Corse Internationale en version radio, et bien sûr les replays, les podcasts sur l'ensemble des deux stations. Allora, venite forte, ci ritroviamo domani mattina. Allez, a domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica.